Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 3 janvier 2022. J'espère que vous portez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle semaine sur le marché crypto, la première de cette année 2022. J'espère qu'elle sera placée sur le signe de la hausse, hein. C'est toujours plus agréable quand ça monte que quand ça descend. Du côté du BTC, on débute avec un Bitcoin donc à 47 000 $, toujours dans ce range compris entre 45 000 et 52 000 $, hein, pour le moment. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'évolution. Du côté de l'Ether, c'est plutôt positif aujourd'hui, 3 800 $. Et du côté du reste des altcoins, mis à part quelques alts qui se démarquent un petit peu avec du vert foncé, comme Chainlink, que je vais analyser en deuxième partie de vidéo avec AAV, ça sera les deux petites cryptos que je vais analyser dans la partie analyse technique, qui nous fait plus 11% AAV, 280 $. On voit que graphiquement c'est pas trop mal ce qu'il nous propose. On a aussi Atom Cosmos qui continue de pousser, ça fait super plaisir, bientôt les 38 $ pour cette crypto. Il y aura comme d'hab des news et notamment un petit airdrop que je vais vous partager sur le fil Twitter. N'hésitez pas tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît et mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord, et mettre un petit pouce bleu pour aider au référencement. Sur le fil Twitter, et hier je vous partageais cette petite donnée, donc les 2 premières semaines de janvier donnent très souvent le ton pour l'année entière sur le marché boursier. Alors c'est surtout sur le marché boursier, mais vu que le marché des cryptos plutôt est pas mal corrélé au marché boursier, notamment celui des US, cette stat s'applique aussi sur le marché des cryptos, je pense. Donc ce dont je vous parlais, c'était ce que l'on appelle l'effet janvier. En gros, il y a 2 paramètres à prendre vraiment en compte dans cet effet janvier. Le premier, c'est que très souvent, le mois de janvier va finir en hausse sur les marchés boursiers. Vous pouvez prendre par exemple le Nasdaq qui, depuis sa création, donc en 1972, a terminé 65% du temps en hausse en janvier. Pour faire simple, comment ça s'explique? C'est tout simple. En gros, en décembre, les professionnels coupent leur position parce qu'ils partent en vacances, hein, tout simplement. Et derrière, en janvier, donc ils vont réouvrir leur position et mécaniquement, ça va faire automatiquement remonter le cours. Et c'est pour ça que en janvier, on a souvent une hausse. Et la deuxième stat donc de cet effet janvier, c'est que souvent un mois de janvier positif voit les cours des actions progresser de 5,4% en moyenne dans l'année derrière. Et pour des mois de janvier qui terminent en négatif, on a par contre un recul sur l'année de 3,77%. C'est une journée spéciale aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire du Bitcoin qui fête donc son 13e anniversaire de la création de son bloc Genesis. Donc c'est le tout premier bloc qui a été créé sur la chaîne du BTC. Il y contenait, pour la petite histoire, la une du Times qui disait donc le chancelier est sur le point de renflouer les banques pour la seconde fois. Petit point rapide sur le Road to 10K pour vous prévenir les personnes qui ne me suivent pas encore sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire, hein, c'est vraiment là où je posterai tous les tweets en rapport avec le Road to 10K. Donc on a fait hier un achat de 500 caps pour la somme totale de 42 $. Voilà, je ne vous ai pas pris au dépourvu puisque l'ordre, je vous avais prévenu que je l'avais placé en avance sur cette crypto. Un petit jeu sympa que nous a proposé CryptoPixou sur Twitter, donc c'est de retrouver nos premières transactions en crypto-monnaie. Et pour moi, c'était évidemment sur Coinbase, comme beaucoup de personnes, hein. Coinbase, ça a vraiment permis de démocratiser pas mal la crypto-monnaie puisqu'il y avait une interface assez simpliste et du coup quand on connaît pas trop la crypto, hop, on se dirige sur Coinbase et on achète assez rapidement ses premières cryptos. Donc là, je vous ai mis les ventes que je trouvais un peu plus intéressantes. Donc j'avais vendu un petit peu de BTC, hein. Vous voyez, les sommes sont pas folles, hein. Enfin, après ça dépend, hein. Chacun joue avec ses sommes qui lui sont propres, hein. Je suis pas là pour juger, mais en tout cas voilà, j'avais vendu aussi un petit peu d'Ethereum. Vous voyez la date 20 décembre 2017, donc c'était vraiment à la fin du bull run de 2017. Et le screen le plus drôle, c'est celui-ci où j'ai vendu 1,1 Litecoin pour 313 $ par Litecoin. Donc c'était juste pour vous montrer que voilà, 4 ans plus tard, le Litecoin ne vaut pas plus cher que ce que je l'ai vendu en 2017. Donc je trouve ça assez grave personnellement, hein. Voilà, il y a des personnes qui sont pro Litecoin, qui vous parlent tous les jours que le Litecoin va pumper, mais j'ai quand même réussi à le vendre plus cher en 2017 qu'actuellement. Donc ça vous montre bien que le Litecoin, je suis pas sûr que ça soit vraiment le meilleur placement financier dans le temps. Alors peut-être qu'un jour il va se réveiller, mais j'ai énormément de mal à comprendre comment il pourrait se réveiller puisque son fondamental n'évolue pas à la hausse. Encore à la limite, en cachette, de côté, le fondamental sera en train d'évoluer. Il y aurait une grosse équipe qui travaille sur le Litecoin pour le faire évoluer. Je dis pas, mais là, le problème, c'est que même d'un point de vue fondamental, le Litecoin, j'ai vraiment l'impression qu'en termes d'utilité, c'est de pire en pire. Donc, je vois pas comment il pourrait pump, mis à part, je sais pas, Elon Musk qui tweet que le Litecoin c'est le futur ou un truc comme ça, un truc basé sur 100% de la spéculation comme le Shiba ou les autres mêmes coins. Mais mis à part ça, j'ai du mal à voir le
Litecoin pump vraiment très très haut à l'avenir. On passe maintenant à l'airdrop que nous a partagé donc Steph Tech sur Twitter. Donc je le remercie grandement, c'est lui qui a prévenu qu'il y avait cet airdrop. Donc c'est un airdrop assez sympa et si vous avez un gros compte Twitter, vous allez pouvoir récupérer une grosse somme d'argent. Lui il a récupéré 700 $ par exemple, il a environ 30 000 followers sur Twitter. Donc par contre il faut du coup un gros compte Twitter, sinon vous n'avez pas gagné grand chose avec cet airdrop, d'autant plus que c'est sur la blockchain Ethereum. Donc vous cliquez sur le lien qu'il a mis en description dans son tweet, ça vous ouvre donc la page du graphique, donc du GDO, puisque c'est le token que vous allez recevoir contre l'Ether. Vous descendez ici, vous allez sur groupedao.io et ensuite ça vous met directement comment récupérer les tokens, donc claim. Donc vous connectez votre wallet MetaMask. Par contre faites bien attention, créez un MetaMask complètement vierge qui ne sont pas liés avec vos fonds, où vous avez beaucoup de fonds dessus, puisque on sait jamais, voilà, il a prévenu, si jamais c'est un scam ou un truc du genre, ne donnez pas l'accès du coup à ce site à vos fonds personnels. Donc faites bien ça sur un MetaMask vierge. Donc ensuite vous suivez les différentes étapes, vous vous connectez à Twitter. Moi je l'ai déjà fait, donc je sais pas pourquoi je dois le refaire. Hop, vous autorisez l'application. Alors ça bug un petit peu des fois, donc il faut le refaire plusieurs fois, mais ça vaut le coup. Moi j'ai eu environ pour 65 $ de tokens. Alors avec les frais Ethereum qui sont environ de 30 $, je sais même pas si je vais le claim parce que voilà, il y a trop de frais. Mais si vous avez un plus gros compte Twitter, moi j'ai 3000 abonnés et ça dépend aussi du nombre de tweets que vous avez mis sur Twitter. Donc en tout cas ça coûte rien d'aller voir ce que vous pouvez réclamer. Donc voilà, je vous mets en description mon Twitter, j'ai retweeté son tweet, donc vous allez pouvoir trouver sur mon Twitter le lien du site et j'espère que du coup vous allez pouvoir réclamer pas mal de jetons. Allez, on va débuter les news avec celle-ci. Donc c'est Nayib Bukele qui nous donne ses prédictions sur le Bitcoin en 2022. Pour ceux qui ne le savent pas, Nayib Bukele c'est le président du premier pays à avoir rendu le Bitcoin comme monnaie légale, donc le Salvador. Donc ses prédictions, la première c'est que le BTC ira bien chercher les 100K en 2022. Donc ça, les prédictions BTC 100K, voilà, on sait ce qu'on en pense maintenant, on va faire gaffe. La deuxième prédiction par contre elle est beaucoup plus intéressante puisqu'il dit que 2 nouveaux pays vont adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Et ça, je pense quand même qu'il a des sources, des contacts, voilà, il doit discuter avec certains présidents et je pense qu'on peut le faire confiance sur ce point-là. Le troisième point, c'est que le Bitcoin et les crypto-monnaies seront un sujet majeur pour les élections aux US cette année-là. Le quatrième point, c'est que la Bitcoin City va débuter sa construction. Donc la Bitcoin City, c'est une ville 100% financée à l'aide du Bitcoin au Salvador et notamment à l'aide du minage avec les volcans. Le cinquième point, les Volcano Bonds seront totalement souscrits. Donc en gros, les obligations backées sur le Bitcoin qu'a créé Nayib Bukele vont être totalement utilisées. Et enfin, on va terminer avec celle-ci. Donc c'est une grosse surprise qu'il y aura donc à la Bitcoin Conf 2022. Donc il nous dit qu'il y aura une grosse surprise qu'il va annoncer, ou que la Bitcoin Conf plutôt va annoncer en 2022. Donc voilà, c'est ces petites prédictions. Et on va terminer avec cette news du côté de la Corée du Sud qui est assez étonnante. Puisque la semaine dernière, je vous partageais la news comme quoi les exchanges ne pouvaient plus envoyer des fonds, des crypto-monnaies sur des wallets où un KYC n'était pas effectué, où en gros on ne connaissait pas l'identité de la personne à qui appartenait ce wallet. Donc c'était une réglementation pour avoir plus de transparence sur l'identité des utilisateurs de wallets de crypto-monnaies. Et là, donc on a cette news-là, donc un candidat présidentiel du parti au pouvoir actuel va distribuer des NFT. Alors, pour bien préciser, en gros, il va accepter les dons pour sa campagne, pour financer sa campagne en Bitcoin et en Ether. Et pour remercier ceux qui ont financé les dons, il va en échange distribuer des NFT. Donc c'est un modèle assez novateur. Hein. Je pense qu'on n'a encore jamais vu ça sur Terre. Quelqu'un qui finance sa campagne avec des crypto-monnaies et qui en échange redistribue des NFT. Donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est quelque chose de nouveau. Par contre, c'est vrai que ça contraste un petit peu avec la réglementation qui est tombée la semaine dernière. Allez, on se retrouve sur la partie analyse technique donc du Bitcoin. On va commencer par le weekly puisqu'on a eu la clôture hier soir, vous le savez, dimanche soir de la bougie weekly et malheureusement c'est pas vraiment à ce à quoi on s'attendait puisque la semaine encore d'avant, on a vu une belle englobante qui s'était formée sur cette unité de temps et malheureusement cette semaine on détruit un petit peu tout le travail qu'on a produit la semaine dernière puisqu'on est venu clôturer quasiment au même niveau qu'au prix d'ouverture de la bougie d'il y a 2 semaines. Donc on est toujours compris entre 52 000 $ et 45 000 $. Et ce qui est fou, regardez, c'est
c'est que les deux moyennes mobiles nous encerclent parfaitement et représentent aussi parfaitement ce niveau. Donc ça vous montre vraiment l'importance de ces deux niveaux maintenant que tout le monde commence à avoir vraiment les yeux rivés sur ces deux niveaux. Et qu'est-ce que ça crée ça? Forcément, ça crée les personnes qui sont bearish, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de shorter et foutre leur stop au-dessus. Les personnes qui sont bullish, qu'est-ce qu'elles font? À l'inverse, elles sont en train de foutre leur entrée ici et mettre leur stop dessous. Donc ça crée beaucoup de liquidité et au final, ça c'est extrêmement positif pour les whales. Pourquoi? Parce que il suffit qu'on aille ici ou ici selon comment les whales voient le futur du marché. Et je vais pas vous mentir, pour moi, si on casse et on vient directement chercher les 52 000 $, pour moi, je pense qu'on rentre plus dans un marché baissier ou dans un marché de consolidation parce que ça voudra dire que on aura cassé des vendeurs, on se sera servi, nourri de la liquidité d'ici pour vendre. À mon avis, les whales vont vendre ici. Elles vont servir des gens de toutes les liquidités qui vont être disponibles en pétant les stops pour vendre leur BTC. En revanche, par contre, si on vient d'abord liquider le prix ici, je pense que ça sera plus intéressant pour les whales d'acheter, donc de se nourrir de la liquidité qui va sauter ici pour racheter des BTC. Donc là, ce sera un achat. En plus de ça, les gens vont paniquer, le cours va descendre, tout le monde va crier à la fin du bull run, etc., etc. Et donc ça créera forcément beaucoup plus ensuite de probabilité d'aller casser tout ça par le haut. Donc pour moi, je pense que vraiment, pour le bienfait de la suite du bull run, je pense qu'il faut vraiment qu'on vienne d'abord liquider les gens qu'il y a en dessous ici de cette borne, donc des 45 000 $. Pour pouvoir par la suite partir beaucoup plus haut. Parce que vraiment, je pense que si on part d'abord par le haut, à mon avis, on aura le scénario dont je vous parle depuis longtemps. On viendra buter dans cette zone-ci et ça sera un piège technique. Donc on fera semblant au bull de repartir et finalement on repart pas et on partira en tendance baissière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce scénario. Mais vraiment, pour la vision moyen terme, c'est vraiment ce que j'ai en tête personnellement. On va passer sur les unités de temps plus petites. Mais vous allez voir que globalement, les niveaux, ils sont toujours similaire, hein. Sur le daily, on est en train finalement, si on regarde comme ça, de marquer une figure de retournement, mais malheureusement, je pense que tant qu'on n'aura pas fait une mèche qui vient liquider en dessous les personnes qui rentrent en longue et qui foutent leur stop ici, je pense que ça reste quand même négatif. Même si on vient faire justement une figure comme ça, on se retourne, on repart, j'ai peur qu'on fasse vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, après attention, ça c'est uniquement de la spéculation, hein. Vous commencez pas à faire vos choix forcément en fonction de ce que je dis. Là c'est vraiment de la spéculation, ce que je viens de vous faire en weekly, parce que voilà, si j'enlève toute cette partie spéculation, ce que je vous dis c'est que voilà, on est compris entre la EMA 21, le niveau des 52 000 $, le niveau des 45 000 $ et la EMA 50 en bas. Si je mets les bandes de Bollinger, elles sont encore un peu éloignées, donc on a encore un petit peu de marge, hein. On peut vraiment ranger encore ici pendant un petit moment sur le BTC, histoire que la volatilité compresse un petit peu, et ensuite on aura le fort mouvement directionnel qui se mettra en place sur le BTC. Mais voilà, là c'est vraiment techniquement, là je vous donne des faits techniques plutôt que la spéculation dont je vous ai fait part il y a quelques instants. Donc là on va continuer sur les faits techniques. On est toujours sur une tendance baissière sur le daily, on peut la considérer neutre parce que pour le moment on ne réussit pas à faire un nouveau point bas, mais les deux moyennes mobiles sont en tendance baissière. Regardez, elles sont pas vraiment à plat encore, donc on a encore une pression vendeuse qui est plutôt dominante sur le cours du BTC. Et si je devais conclure par le 4 heures, sur le 4 heures, pour vraiment opérer selon moi un changement de tendance et repasser en tendance haussière, je vous l'avais mis sur Twitter d'ailleurs, c'est une clôture au-dessus de ce niveau des 48 000 $, et vous le voyez comme il est hyper pertinent. En plus de ça, on a une espèce finalement d'épaule tête épaule inversée, regardez, hop, ici, donc ça serait plutôt cool si on casse ce niveau-ci. Je pense qu'on pourrait très facilement se diriger, alors à première vue je vous donnerai ce niveau ici, vous voyez qui a été pas mal travaillé, hop. Voilà, ici, hop, ici et ici en tant que support. Donc là, en premier objectif aux alentours des 49 000, bon, 50 000 $ pour arrondir. Et ensuite, on aura la grosse partie qui est au-dessus des 52 000 $. Mais en tout cas, voilà, pour de l'investissement à long terme, je pense toujours que investir dans cette zone-ci, c'est plutôt intéressant parce que voilà, vous investissez sur une grosse consolidation d'un actif qui est sur une tendance haussière sur le weekly et sur le mensuel. Et ça aussi, je peux faire rapidement un petit point. Je vois souvent des personnes sur Twitter commencer à se tendre, à nous parler de bear market assurément, mais je suis désolé, mais déjà le bear market, il faut définir ce que c'est. Un bear market, ça veut tout simplement dire marché baissier. Et un marché baissier, c'est défini comment? En tout cas, moi, je définis comment et la théorie de Do le définit comment? Par des points bas de plus en plus bas. Et si on va sur le weekly, bah non, je suis désolé, on n'est pas en tendance baissière. Alors attendez, je vais retirer tous les traits rouges.
hop, histoire qu'on y voit un petit peu mieux. Mais regardez, vous prenez le weekly, je suis désolé pour ceux qui nous parlent de bear market, mais nous ne sommes pas en bear market. À la limite, ce que vous êtes en train de faire en disant ça, pour du long terme, quand vous dites que nous sommes rentrés en marché baissier, et ben vous spéculez sur le fait que nous allons passer en marché baissier. Mais là, dans les faits, non, nous ne sommes pas en marché baissier, et ici, c'est bien un endroit hyper intéressant pour accumuler, puisque c'est ici que se défend la tendance haussière. En termes de risk-rewards, je vous l'avais déjà expliqué, c'est ici la meilleure localisation. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on voit des fois passer sur Twitter, où les personnes qui ont du mal finalement à gérer leur portefeuille et qui se font peut-être un petit peu dépasser par leurs émotions et qui deviennent des personnes négatives et qui vous crient partout bear market. Non, il faut analyser les faits. En daily, oui, nous sommes sur un bear market, nous sommes sur un marché baissier. Sur le 4 heures, pareil, mais sur le weekly, le mensuel, l'annuel, le trimestriel, non, nous ne sommes pas en marché baissier. Sur le Bitcoin, voilà, j'aurais fait au final un point assez long sur l'analyse technique, mais en général, j'aime bien faire ça le lundi, voilà, comme ça, vous avez ma vision un petit peu court terme, moyen terme, long terme, et ça remet un petit peu les idées en place, voilà, en tout cas mes idées que je vous transmets tous les jours en vidéo. On va poursuivre avec l'Ether maintenant. Donc on a une clôture assez dégueulasse en weekly, puisque on casse pour la première fois ces deux niveaux, donc des 3950 $ qui étaient hyper importants pour moi pour tenir ce support. Après, encore une fois, on pourrait un petit peu à l'image du BTC finalement être venu chercher la liquidité présente ici, des personnes qui rentraient avec leur stop ici pour pouvoir long le marché. Donc peut-être qu'on est venu gratter la liquidité, parce que là c'est pas vraiment une grosse bougie vraiment de cassure avec un corps très puissant où on aurait clôturé par exemple à 3500 $. Là pour le coup on aurait pu se dire voilà, c'est vraiment une cassure du support nette et précise. Là c'est pas vraiment le cas, mais voilà, on va pas non plus chercher des excuses à chaque fois. C'est quand même un signal négatif que nous donne ici l'Ether, puisqu'on perd un niveau clé d'un point de vue technique. Au niveau du RSI, j'ai noté aussi quelque chose d'intéressant. Donc hop, je vais prendre le petit stylo. Ici vous voyez, on a le W avec sa ligne de coup, donc qui a relancé toute cette phase de hausse. Derrière on a fait finalement un espèce de double top, et ici c'était pile la ligne de coup pour valider le double top, et on est en train de travailler pile dessus, et on est aussi revenu du coup pile sur la ligne de coup ici du W. Donc c'est un niveau assez pertinent je pense sur le RSI, ce niveau 54.15 à peu près. Donc on va voir comment clôture cette bougie, mais on verra. Mais si on clôture en dessous, pour moi ça serait pas aussi positif sur l'Ether. On pourrait vraiment du coup activer le scénario dont je vous parle depuis aussi pas mal de temps sur l'Ether, où on vient poser un bottom beaucoup plus proche de ce niveau, donc du dernier point bas ici, avec notamment la zone de rechargement. Donc faire quelque chose comme ça, consolider un peu comme ce qu'est en train de nous faire finalement le BTC. Alors je sais pas comment ça pourrait se mettre en place. Peut-être que le BTC va pump et du coup l'Ether va rester sur place et va consolider sur cette zone-ci, ou peut-être que le BTC va dump et va faire donc le scénario dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec venir gratter la liquidité sous les 45 000 $ et ensuite repartir, et du coup ça nous donnerait un Ether dans ces environs de prix. Je pense que c'est un scénario qui est possible. Si je vous donne quelques petits faits techniques rapides au niveau de la tendance, on est toujours sur une tendance baissière sur l'Ether. Regardez le point bas ici, le point haut, on a fait un nouveau point bas. Donc là, en théorie, on devrait faire un point haut moins haut que celui-ci. Et la zone à privilégier, c'est toujours la même pour moi, c'est la zone de rechargement. Hop, vous la mettez ici. Donc c'est la zone aux alentours des 4000 $. En plus, voilà, ça, c'est le prix psychologique des 4000. Donc il y a vraiment des chances que ça nous serve de résistance. Voilà pour l'Ether, je ne vais pas faire plus long parce que là, la vidéo commence vraiment à être extrêmement longue aussi. Allez, on passe à nos deux altcoins de la vidéo, donc le Chainlink et AAV, donc deux bonnes cryptos bien installées. Chainlink, je pense que c'est top 15 et AAV actuellement ça doit être top 30, top 40, je sais plus exactement, je suis pas allé vérifier sur CoinMarketCap, mais c'est deux cryptos que beaucoup de monde ont en portefeuille. Donc pour Chainlink sur le weekly, on est sur une localisation, je vais dire, qui était intéressante pour entrer. Donc c'était vraiment le niveau des 15 $, on le verra aussi sur le daily, qui était plutôt intéressant. On est finalement revenu chercher ce point bas. Maintenant rentrer ici c'est un peu plus délicat, puisque je vois quand même pas mal d'éléments techniques qui pourraient servir de résistance. Le premier, c'est les deux moyennes mobiles ici qui sont vraiment au-dessus de notre tête, qui ont déjà fait office de résistance une fois. Et le deuxième niveau important, c'est donc les niveaux que vous voyez ici avec les cours de clôture. Hop, ici on avait quand même un gros support sur le niveau des environ 23-25 $. Donc pareil, on revient sous ce support qui en général, quand vous perdez un support, se transforme en résistance. Donc voilà, je ne m'amuserai pas forcément à rentrer actuellement sur le link. J'attendrai peut-être une figure un peu plus de consolidation. On vient faire un petit creux comme ça, et là ok, on aurait un W, et peut-être là c'est plus intéressant de se positionner ici que du coup pile sous cette résistance. Je vous mets rapidement le daily aussi. Et sur le daily, pareil, on n'est pas pour moi repassé encore sur une tendance haussière. Donc voilà, vous allez acheter un actif qui
Et certes sur le point de passer en tendance haussière, si jamais on casse ce niveau des 23 $, ok là on relance une tendance et là c'est très intéressant, mais là vous achetez du coup un endroit où vraiment les vendeurs défendent corps et âme leur tendance baissière, donc c'est pas en termes de risque reward je pense le meilleur endroit pour rentrer. On peut aussi voir une espèce d'épaule, tête, épaule inversée, alors elle est un peu dégueulasse, en plus là on a méché pas mal bas, mais globalement voilà, comprendre la psychologie, on a une zone hyper bien définie des 23 $ qui pourra donner un signal aussi un peu plus intéressant au niveau du court et du moyen terme sur Chainlink. Et pour conclure rapidement sur AAV, hop, s'il veut bien changer, voilà. Donc AAV, on est un peu plus, c'est un peu plus intéressant que Link, puisque sur le daily, on est déjà repassé en tendance haussière. Les mots immobiles vont se croiser à la hausse. On est revenu chercher donc le bas du range, donc c'est 150 $, 450 $, hein, les gros niveaux de technique à surveiller sur AAV avec le milieu du range. Et vous allez voir, comme par hasard, c'est la zone sur laquelle on bute actuellement, les 300 $. Et pareil, ici, ça sera très important si on réussit à passer au-dessus des 300 $. Je pense qu'on se dirigera assez rapidement sur la borne haute du range. Je pense que si je mets le volume profile, on doit être voilà, pile sur le point d'intérêt comme par hasard. Donc vraiment ici, c'est le gros niveau pour AAV, pour repasser dans cette borne haute et pouvoir partir beaucoup plus haut par la suite. On verra ensuite hein, comment ça se profile. Mais en tout cas, pareil ici que AAV, je vais vous donner le même conseil. À rentrer actuellement ici, je pense que c'est pas du tout bon en termes de risk rewards puisque vous rentrez vraiment sur sous une grosse résistance. Et on se retrouve pour la question de l'abonné pour conclure cette vidéo. Alors je vais juste réagir rapidement à ma dernière vidéo donc sur l'IGLD et mon scénario à 150 $. Je pensais me prendre honnêtement beaucoup plus de tacles parce que la team IGLD aussi elle est pas mal virulente quand on donne des scénarios négatifs. Et finalement vous avez été globalement tous compréhensifs et vous avez accepté le scénario baissier que je vous ai partagé. Et vraiment je trouve ça hyper agréable et je vous remercie grandement donc d'avoir fait preuve voilà, de recul. Parce que honnêtement voilà quand on prend le recul, oui c'est possible que les JLD descendent plus bas. Alors oui, j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont dit mais tu racontes n'importe quoi, les JLD descendra jamais à ces prix là. Je pense que ces personnes sont un petit peu perdues sur le marché, puisque avoir des certitudes sur un marché c'est le meilleur moyen de se planter. Pour ce qui est de l'IGLD, je voulais rapidement revenir donc sur ce scénario, vous apporter 2-3 petits trucs en plus. Je pense que ce scénario se mettra en place, voilà, si le BTC vient à nous chercher donc cette fameuse zone sous les 45 000 $, ou même là s'il passe peut-être de 47 000 à 45 000, il revient chercher le bas du range, possible que du côté de l'IGLD on commence à dérouiller un petit peu plus. Sinon évidemment si jamais on repart tout de suite à la hausse au niveau du BTC, j'ai du mal à voir l'IGLD faire ce scénario baissier, voilà, de tout seul de son côté, descendre, ça j'y crois pas trop. Donc voilà, petite précision à apporter. J'espère vraiment que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, comme souvent. N'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu voilà, pour remercier mon travail et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta, le Discord et aussi la chaîne YouTube. On est bientôt aux 20 000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir de les atteindre avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.